Le 12 août de l'an 30 avant notre ère, le silence d'Alexandrie fut brisé par un son qui n'appartenait pas aux vivants, mais à l'histoire. Les portes du mausolée que Cléopâtre avait fait construire pour elle-même furent forcées par des soldats romains. Ce n'était pas un refuge improvisé, ni une cachette désespérée. C'était un espace conçu pour l'éternité, transformé désormais en piège. À l'intérieur, la dernière reine d'Égypte, souveraine pendant plus de 2 décennies et dernière héritière de la dynastie ptolémaïque, attendait l'issue qu'elle pressentait déjà inévitable. En dehors du mausolée, Octave observait. Il n'était pas encore appelé Auguste, mais il pensait déjà en empereur. Il avait poursuivi Cléopâtre à travers la Méditerranée, détruit son pouvoir naval à Actium, pris Alexandrie et éliminé Marc-Antoine, non seulement comme rival politique, mais comme symbole d'une alliance intolérable entre Rome et l'Orient. À ce moment-là, la reine piégée, tout semblait fini. Cependant, ce qui était sur le point de commencer n'était pas une fin rapide ni miséricordieuse, mais un processus calculé qui s'étendrait sur 11 jours. 11 jours durant lesquels la cruauté ne se manifesterait pas par des coups visibles, mais par un contrôle absolu, froid et méthodique que l'histoire officielle préférerait adoucir. L'image qui nous est parvenue parle d'une mort élégante, presque poétique. Une reine qui choisit sa propre fin et fait ses adieux au monde avec dignité. Mais ce récit fut construit après, soigneusement, par ceux qui avaient intérêt à dissimuler ce qui s'était réellement passé entre ces murs de pierre et les couloirs occupés par l'armée romaine. Pour comprendre pourquoi le destin de Cléopâtre devait être plus qu'une simple élimination, il est nécessaire de comprendre ce qu'elle représentait pour Octave et pour Rome. Cléopâtre n'était pas seulement une souveraine vaincue, elle était l'incarnation de tout ce que le discours romain considérait comme dangereux. Une femme qui exerçait le pouvoir sans intermédiaire masculin, une souveraine qui maîtrisait plusieurs langues, qui comprenait l'économie, la diplomatie et la propagande. Son royaume symbolisait la richesse orientale, la sophistication culturelle et une légitimité dynastique qui ne dépendait pas du Sénat romain. Plus encore, elle était la mère d'héritiers qui, du moins en théorie, pouvaient revendiquer des territoires et une continuité politique en dehors du contrôle direct de Rome. Pour Octave, l'éliminer physiquement ne suffisait pas. Une mort rapide aurait laissé le mythe intact. Et les mythes, lorsqu'ils ne sont pas détruits, survivent au pouvoir militaire. Cléopâtre devait être dépouillée de tout ce qu'il avait défini, autorité, autonomie, image et, finalement, la capacité de décider de son propre destin. Le mausolée ne fut pas seulement le lieu de sa capture, mais la scène initiale d'un drame conçu pour briser la femme et effacer la reine. Ce matin-là, quand les soldats firent irruption dans la tombe, ils n'exécutaient pas simplement un ordre, ils inauguraient une mise en scène politique. Chaque pas qui suivrait dans les jours suivants aurait des témoins, des enregistrements et des conséquences. Car pour Rome, la victoire ne s'accomplissait pas sur le champ de bataille, mais dans l'humiliation symbolique de l'ennemi. Et Cléopâtre, plus que quiconque, devait être transformée en leçon. Ce fut le véritable début de ces derniers jours. Non pas une mort digne, mais une attente surveillée, une cage invisible construite de promesses, de menaces et de silence. Ce qui s'ensuivit ne fut ni un accident, ni un élan désespéré. Ce fut le résultat d'un système de pouvoir qui savait exactement comment détruire sans se salir les mains. Pour comprendre pourquoi Octave décida de soumettre Cléopâtre à un processus aussi prolongé et soigneusement calculé, il est nécessaire de s'arrêter sur la signification symbolique qu'elle avait dans l'imaginaire romain. Il ne s'agissait pas uniquement d'une reine vaincue, ni d'une alliée d'un ennemi défait. Cléopâtre était un défi idéologique. Sa seule existence remettait en question les piliers sur lesquels Rome reconstruisait son pouvoir, après des décennies de guerre civile. Dans la mentalité romaine, le pouvoir légitime devait se présenter comme masculin, austère et discipliné. L'autorité féminine, quand elle existait, était médiatisée par des pères, des époux ou des fils. Cléopâtre brisait ce schéma de manière dangereuse. Elle gouvernait de son propre droit, prenait des décisions stratégiques sans tutelle et maîtrisait l'art de la représentation politique. Pour Rome, ce n'était pas seulement une anomalie culturelle, c'était une menace qui devait être neutralisée aussi sur le plan symbolique. De plus,
Cléopâtre incarnait la richesse de l'Orient, un concept profondément ambivalent pour les Romains. Officiellement, ils la méprisaient comme excès et décadence. En pratique, ils la désiraient et l'exploitèrent. L'Égypte n'était pas seulement un royaume de plus, c'était le grenier de la Méditerranée, une source de stabilité économique et de pouvoir stratégique. Cléopâtre, en tant que dernière souveraine de cette terre, représentait l'idée intolérable que cette richesse puisse rester hors du contrôle direct de Rome. Le problème s'aggrava lorsque Marc-Antoine reconnut publiquement les enfants qu'il avait eus avec elle comme héritiers légitimes de territoires orientaux. Aux yeux d'Octave, ce ne fut pas un geste personnel, mais un acte politique subversif. Il établissait une lignée dynastique alternative, un récit dans lequel Rome n'était pas le centre absolu du monde. Tant que Cléopâtre vivrait, ce récit continuerait d'exister, même vaincu. C'est pourquoi Octave ne pouvait permettre que sa fin soit rapide ou silencieuse. Une exécution immédiate aurait transformé Cléopâtre en martyr. Un suicide hâtif l'aurait converti en symbole de résistance. Ce dont il avait besoin était quelque chose de plus complexe, désactiver la signification de sa figure avant qu'elle ne disparaisse. En termes modernes, il ne s'agissait pas seulement d'éliminer une ennemie, mais de contrôler le récit. Dans la culture romaine, le triomphe n'était pas seulement une célébration militaire, c'était un rituel de légitimation. Le vainqueur montrait au peuple que l'ordre avait été restauré et que le chaos avait été maîtrisé. Les captifs les plus importants n'étaient pas de simples prisonniers, mais des objets narratifs. Ils incarnaient ce que Rome avait vaincu. Cléopâtre, vivante et exposée, aurait été la preuve définitive que l'Orient, le pouvoir féminin et la royauté alternative avaient été soumis. De ce point de vue, sa capture ne fut pas la fin de la guerre, mais le début de sa phase la plus délicate. Octave avait besoin de temps. Du temps pour s'assurer qu'il ne subsistait aucune ambiguïté sur qui contrôlait la situation. Du temps pour l'observer, la mesurer, tester ses limites. Du temps pour briser non pas son corps, mais l'image qu'elle avait construite tout au long de sa vie. Cléopâtre comprit rapidement cette logique. Enfermée dans son propre palais, surveillée jour et nuit, elle comprit qu'elle ne luttait plus pour son trône, mais pour quelque chose de plus fondamental et de plus humain. Conserver un certain degré de contrôle dans un scénario conçu pour tout lui arracher. Dans cet espace d'attente forcée, commença une bataille silencieuse, une guerre psychologique où chaque geste, chaque mot et chaque silence seraient utilisés comme armes. Ce qui suivit ne fut pas un dialogue entre vainqueurs et vaincus, mais un affrontement entre deux intelligences politiques qui savaient que l'histoire ne se décide pas seulement avec des armées, mais avec des symboles. Et Cléopâtre, même vaincue, restait l'un des symboles les plus dangereux que Rome eût jamais affrontés. Lorsque les soldats romains firent irruption dans le mausolée, le geste n'avait rien d'improvisé. Ce ne fut ni une entrée précipitée, ni un acte impulsif né du chaos de la conquête. Ce fut un mouvement précis, pensé pour marquer une rupture définitive. Cléopâtre ne fut pas reçue comme une souveraine vaincue, mais traitée comme un objet qui devait être transféré d'une scène symbolique à une autre. Le lieu destiné à préserver sa mémoire éternelle devint, en quelques instants, le point où cette mémoire commençait à être démantelée. Les sources antiques parlent d'une bousculade, mais au-delà des détails physiques, l'essentiel fut la signification du moment. Cléopâtre fut privée du contrôle de son image devant des témoins soigneusement sélectionnés. Il ne s'agissait pas d'une foule désordonnée, mais d'officiers romains, convoqués pour voir et ensuite raconter. Dans le monde romain, le regard était une forme de pouvoir. Être vu dans cet état signifiait que la reine cessait de s'appartenir et devenait partie du butin narratif de son vainqueur. Ce premier acte d'humiliation ne cherchait pas à la punir, mais à la redéfinir. Pendant des années, Cléopâtre avait gouverné par la représentation. Elle avait compris que le pouvoir ne résidait pas seulement dans les décrets et les armées, mais dans la manière dont une figure était perçue. Rome connaissait cette stratégie et décida de l'utiliser contre elle. En la sortant du mausolée, non seulement il l'éloignait d'un espace sacré, mais il l'arrachait du récit qu'elle-même avait construit. Elle fut conduite à ses propres appartements dans le palais royal d'Alexandrie, désormais occupé par Octave et son cercle le plus proche. Le geste était délibérément ironique. La reine rentrait chez elle, mais non plus comme propriétaire, mais comme prisonnière surveillée.
Le palais, qui avait auparavant été le centre des décisions politiques et des cérémonies diplomatiques, se transforma en une extension de l'autorité romaine. Chaque couloir, chaque pièce, chaque objet acquérait une nouvelle signification sous l'occupation. À partir de ce moment, Cléopâtre vécut sous une observation constante. Ce n'était pas un enfermement brutal, ni une cellule obscure. C'était quelque chose de plus sophistiqué et pour cette raison même, plus efficace. On lui permettait de se déplacer dans certaines limites, de recevoir des visites officielles, de conserver une apparence minimale de dignité. Mais tout était conditionné. Chaque privilège pouvait être retiré. Chaque concession rappelait que sa liberté n'existait plus. Ce type de contrôle n'était pas fortuit. Rome avait perfectionné un modèle de domination qui ne dépendait pas uniquement de la force physique. La surveillance continue, l'incertitude permanente et la dépendance de la volonté du vainqueur étaient des outils conçus pour user la résistance psychologique. Cléopâtre, habituée à négocier depuis une position de pouvoir, se trouva piégée dans un système où chaque option apparente cachait un piège. Malgré cela, elle ne craqua pas immédiatement. Les premiers jours après sa capture montrent une reine qui tente de s'adapter, qui observe et analyse. Cléopâtre comprenait que chaque rencontre, chaque mot prononcé en présence des Romains, serait enregistré et réinterprété. C'est pourquoi elle maintint une façade de contenance, consciente que son image restait un champ de bataille. Mais sous cette surface, la situation était radicalement différente. Elle avait perdu le contrôle du temps, de l'espace et du récit. Elle ne décidait plus quand parler ni avec qui. Ses silences étaient interprétés comme un défi. Ses gestes comme des stratégies cachées. Dans cet environnement, même l'immobilité devenait suspecte. Ainsi commença la véritable phase de sa captivité. Non pas avec des chaînes visibles, mais avec une architecture invisible de contrôle conçue pour réduire la reine à une figure maniable. Le mausolée n'avait été que le seuil. Le palais occupé serait la scène où se déroulerait l'affrontement le plus décisif. Non pas entre armées, mais entre volontés. Le lendemain de sa capture, Octave décida de se présenter devant Cléopâtre. Il n'envoya pas d'émissaire, ni ne délégua la tâche à des subordonnés. Il comprenait le poids symbolique de la rencontre. La visite du vainqueur au captif n'était pas un geste de courtoisie, mais une affirmation de domination. L'espace, le temps et la présence des témoins furent soigneusement calculés. Cléopâtre n'était pas face à un homme cherchant à négocier, mais face à un architecte du pouvoir qui avait déjà décidé l'issue. La conversation, selon les fragments conservés par des chroniqueurs ultérieurs, fut loin de tout ton diplomatique. Il n'y a eu pas d'échange d'égal à égal, ni de tentative de réconciliation. Ce fut une exposition froide d'options, formulée de telle manière que l'une d'elles fut insupportable et l'autre à peine tolérable. Octave n'avait pas besoin d'élever la voix. Le véritable poids de ces mots résidait dans ce qu'il ne disait pas ouvertement, mais qui restait implicite dans chaque pause. La première option se présenta comme une coopération totale. Cléopâtre devait livrer les richesses d'Égypte, révéler l'emplacement des trésors qui avaient été soigneusement cachés et renoncer publiquement à toute prétention dynastique pour ses enfants. En échange, on lui promettait la préservation de sa vie et celle des enfants qui étaient encore sous sa garde. Cependant, cette survie avait un prix supplémentaire. Elle serait emmenée à Rome pour participer au triomphe d'Octave, exposé comme symbole d'une victoire absolue. Dans l'imaginaire romain, défiler lors d'un triomphe n'était pas un simple acte cérémoniel. Pour celui qui était montré, cela signifiait la réduction définitive à un objet politique. Le captif cessait d'être un individu pour devenir la preuve vivante de l'ordre restauré. Cléopâtre comprenait parfaitement ce langage. Être vu par le peuple romain, privé de son statut et transformé en spectacle, équivalait à une mort prolongée, une négation complète de l'identité qu'elle avait défendue toute sa vie. La deuxième option ne fut pas formulée de manière explicite. Ce n'était pas nécessaire. La menace se glissait entre les mots comme une ombre constante. Refuser de coopérer signifiait une fin immédiate pour elle et pour sa lignée. L'extinction totale de la dynastie ptolémaïque et la transformation définitive de l'Égypte en province romaine. Non pas comme conséquence inévitable de la guerre, mais comme châtiment exemplaire. Cléopâtre demanda du temps pour réfléchir. Octave accepta, convaincu que la situation était complètement sous son contrôle. De son point de vue, la reine était piégée dans un dilemme sans issue.
Sans armée, sans alliés et entouré d'une machine de pouvoir implacable, il semblait n'être qu'une question de jours avant qu'elle ne cède. Mais ce moment révèle quelque chose de fondamental sur les deux personnages. Octave faisait confiance à la logique du système qu'il représentait. Cléopâtre, en revanche, faisait confiance à sa compréhension profonde de la nature humaine. Elle savait que même dans des structures apparemment fermées, il existait des fissures. Le temps accordé n'était pas un cadeau, mais un champ de manœuvre limité, mais réel. À partir de cet instant, chaque jour devint une négociation silencieuse. Cléopâtre commença à mesurer ses gardiens, à observer les hiérarchies internes, à distinguer entre l'obéissance mécanique et l'ambition personnelle. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas affronter directement Octave, mais qu'elle pouvait peut-être influencer l'environnement qui l'entourait. La première rencontre n'avait été ni un échec, ni une reddition. Elle avait été la définition claire de l'échiquier. Et Cléopâtre, même en captivité, restait une joueuse qui refusait d'accepter une fin écrite par d'autres. Dans les jours qui suivirent cette première rencontre, Cléopâtre mit en œuvre une stratégie qui ne se déroulait pas à la vue d'Octave, mais en marge du système qui le soutenait. Elle comprenait qu'affronter directement était inutile. Le pouvoir qu'il incarnait ne dépendait pas seulement de sa volonté, mais d'une structure hiérarchique complexe, composée d'officiers, d'administrateurs et de surveillants, chacun avec ses propres ambitions et des degrés de loyauté différents. C'est pourquoi la reine commença à se déplacer avec précaution vers ces espaces intermédiaires. Elle ne parla pas ouvertement avec Octave, mais avec ceux qui avaient été désignés pour la garder, en particulier Cornelius Gallus, l'officier chargé de sa surveillance. Cléopâtre connaissait bien ce type de figure. Des hommes situés suffisamment près du pouvoir pour désirer monter en grade, mais pas assez près pour se sentir en sécurité. C'est dans ces interstices que naissait habituellement la négociation. Ses gestes ne furent ni brusques ni évidents. Elle offrit des promesses, insinua des récompenses futures, évoqua de possibles bénéfices personnels une fois que Rome aurait réorganisé l'Égypte. Tout était dit avec une ambiguïté calculée, sans engagement explicite. En même temps, Cléopâtre commença à formuler une série de requêtes qui, en apparence, n'avaient pas une grande importance. Des demandes humanitaires, presque rituelles, présentées comme des besoins essentiels d'une reine vaincue. Elle demanda la permission de visiter la tombe de Marc-Antoine et d'y accomplir les rites correspondants. Elle sollicita l'accès à certains onguents et préparations pour soulager les blessures subies lors de sa capture. Elle insista pour que ses deux servantes les plus fidèles, Iras et Charmion, restent toujours à ses côtés. Chacune de ces requêtes semblait raisonnable, voire compatissante. Mais aucune n'était anodine. Cléopâtre était en train de reconstruire un espace minimal de contrôle, non pas sur son destin politique, qui était déjà décidé, mais sur les conditions de son enfermement et, en dernière instance, sur la manière dont cet enfermement pourrait se terminer. Dans des contextes de pouvoir absolu, les détails deviennent un territoire stratégique. L'accès à certains objets, la proximité de personnes de confiance, la possibilité de se déplacer entre des lieux symboliques, tout pouvait acquérir une valeur décisive. Octave, cependant, n'était pas naïf. Son appareil de surveillance fonctionnait avec efficacité. Les tentatives de corruption et les conversations indirectes ne tardèrent pas à parvenir à ses oreilles. Plus inquiétante encore pour lui fut de remarquer un changement subtil dans le comportement de Cléopâtre. La reine avait commencé à moins manger, à se montrer physiquement plus fragile. Ce n'était pas une simple négligence. Dans le contexte romain, le refus de s'alimenter était interprété comme un signe de résistance extrême. Face à cette possibilité, Octave réagit rapidement. Il ordonna que des médecins examinent Cléopâtre et évaluent son état. Les rapports firent état d'une détérioration progressive et d'une volonté qui commençait à se retirer du monde. C'est alors qu'il décida de recourir à la ressource la plus percutante de son arsenal psychologique. Les enfants de Cléopâtre furent amenés devant elle sous stricte surveillance. Ce ne fut ni un acte de compassion, ni une concession familiale. Ce fut un message, clair, direct et impossible à mal interpréter. Tant qu'ils seraient en vie, chaque décision de la reine aurait des conséquences immédiates sur leur destin. Toute tentative d'échapper au contrôle romain serait payée par d'autres. À cet instant, Cléopâtre comprit que la marge de manœuvre s'était réduite de manière brutale. La lutte,
n'était plus seulement pour sa dignité ou sa mémoire historique. Elle s'était transformée en une bataille silencieuse entre l'instinct de préservation et la responsabilité qu'elle ressentait envers ses enfants. Le système avait trouvé le moyen de la retenir, non pas avec des murs, mais avec des liens. À partir de ce moment, la captive cessa d'être uniquement une reine vaincue. Elle devint l'otage d'une logique implacable, où même l'amour maternel était utilisé comme outil de domination. Et pourtant, loin de craquer immédiatement, Cléopâtre commença à chercher une dernière issue dans un scénario qui semblait n'en laisser aucune. L'arrivée de ses enfants marqua un point d'inflexion irréversible dans l'état intérieur de Cléopâtre. Jusqu'à ce moment, sa captivité avait été une confrontation politique et symbolique. À partir de là, elle se transforma en une expérience intime, profondément déstabilisatrice. La menace ne pesait plus seulement sur sa figure publique, mais sur ce qui restait hors de portée de la propagande et du pouvoir, le lien maternel. Les enfants furent-ils présentés sous garde, sans violence visible, sans mots superflus. C'est précisément pour cela que le message fut dévastateur. Octave n'avait pas besoin de prononcer un avertissement explicite. La scène parlait d'elle-même. Chaque regard, chaque silence indiquait clairement que toute tentative d'échapper au contrôle romain aurait des conséquences immédiates pour eux. À cet instant, Cléopâtre comprit que son corps n'était plus le seul territoire surveillé. Sa volonté aussi avait été occupée. Les témoignages attribués à Olympe, son médecin personnel, décrivent une détérioration psychologique progressive durant ces jours. Cléopâtre alternait des moments de calme, soigneusement construits, avec des épisodes d'effondrement émotionnel, lorsqu'elle restait seule avec Iras et Charmion. Face aux officiers romains, elle maintenait la posture d'une reine qui accepte son destin avec dignité. Dans l'intimité, cependant, le poids de la situation se manifestait avec une intensité qui ne pouvait être cachée. Il y avait des nuits où elle restait éveillée pendant des heures, sans parler, observant un point fixe, comme si le temps avait cessé d'avancer. À d'autres occasions, elle parlait de Marc-Antoine comme s'il était encore présent, comme si la frontière entre le souvenir et la réalité était devenue floue. Il ne s'agissait pas de folie, mais d'un mécanisme de défense. Son esprit cherchait refuge dans un passé où des options existaient encore. Elle commença aussi à négliger des aspects de son image personnelle qu'elle avait toujours contrôlés avec précision. Pour une femme qui avait utilisé sa présence comme outil politique, cet abandon était significatif. Ce n'était pas un geste de reddition, mais un signe d'épuisement profond. Le système qui l'entourait était conçu pour cela, pour l'éroder lentement, pour transformer chaque jour en une répétition sans horizon. Octave observait ces changements avec attention. Il ne cherchait ni compassion ni repentir. Ce qui l'intéressait était de s'assurer que Cléopâtre ne prenne aucune décision qui échapperait à son contrôle. En termes modernes, il s'agissait d'une forme précoce de surveillance totale, où l'isolement émotionnel et la pression constante remplaçaient la coercition directe. Cependant, même dans cet état de fragilité, Cléopâtre ne cessa de penser stratégiquement. Elle comprit que toute tentative évidente de mettre fin à sa vie serait interprétée comme un défi et punie immédiatement par la mort de ses enfants. La menace fonctionnait précisément parce qu'elle se souciait encore d'eux. Ce paradoxe définissait son enfermement. La même force qui la maintenait en vie était celle qui l'immobilisait. Durant ces jours, la reine commença à accepter une vérité inconfortable. Il n'y avait plus de chemin qui lui permît de tout sauver. La question cessa d'être comment s'échapper et devint ce qu'elle pouvait encore préserver. Son nom, sa mémoire, ou du moins la possibilité de refuser à Octave la victoire symbolique qu'il désirait tant. Dans cet espace étroit, presque invisible, commença à se former une décision qui ne pouvait s'exprimer par des mots. Cléopâtre apprenait à survivre non pas pour vivre, mais pour choisir le moment exact où elle cesserait de le faire. Et dans un monde où toutes les issues avaient été fermées, ce choix minimal commença à prendre la forme d'un dernier acte de résistance silencieuse. Le 5 août, 6 jours après sa capture, Octave revint rendre visite à Cléopâtre. Cette deuxième rencontre ne ressemblait en rien à la première. La reine n'était plus la figure ferme et contrôlée qui avait affronté le vainqueur avec un silence calculé. Son corps montrait des signes clairs d'épuisement et sa présence, bien qu'encore digne, était marquée par une fragilité qui ne pouvait être dissimulée.
c'est précisément pour cela que le changement se révéla convaincant. Pendant des heures, Cléopâtre parla. Non pas avec désespoir, mais avec une sérénité qui semblait indiquer l'acceptation. Elle commença à révéler des informations sur l'administration du royaume, décrivit des routes d'approvisionnement, expliqua le fonctionnement des dépôts royaux et, finalement, indiqua la localisation de certains trésors qui étaient restés cachés même aux Romains. Pour Octave, ce fut la confirmation que la résistance était terminée. De son point de vue, la logique était claire. La menace sur les enfants avait fonctionné. La surveillance constante avait érodé la volonté de la reine. Le système avait prouvé son efficacité. Cléopâtre, apparemment, avait compris qu'il n'existait pas d'alternative viable. Cette lecture s'accordait parfaitement avec la mentalité administrative romaine qui tendait à interpréter l'obéissance comme le résultat naturel d'une pression bien appliquée. Satisfait, Octave ordonna un assouplissement partiel des mesures de garde. Il ne s'agissait pas d'une libération réelle, mais de petits gestes qui, ensemble, firent une différence décisive. La surveillance devint moins stricte, les visites s'espacèrent, les contrôles cessèrent d'être constants. En termes modernes, ce fut une erreur de confiance. Un système qui se perçoit comme infaillible a tendance à baisser la garde au moment le plus délicat. Mais Cléopâtre n'avait pas capitulé. Elle avait compris quelque chose d'essentiel. Elle ne pouvait vaincre le pouvoir romain, mais elle pouvait encore interférer dans sa mise en scène. Pour Octave, la victoire ne serait pas complète avant de l'exhiber vivante à Rome, transformée en symbole du triomphe sur l'Orient. Lui refuser ce moment était la seule forme d'action qui lui restait. À partir de ce moment-là, chaque geste de la reine acquit une nouvelle fonction. Elle ne cherchait ni à s'échapper ni à provoquer. Elle cherchait à convaincre. Elle commença à se comporter comme quelqu'un qui se prépare à un avenir sous contrôle romain. Elle parla de son possible voyage à Rome, posa des questions pratiques et montra même de l'intérêt pour la manière dont elle serait présentée au peuple. Tout cela renforçait l'impression d'une acceptation définitive. Cette mise en scène n'était pas improvisée. Cléopâtre avait passé sa vie à comprendre la psychologie du pouvoir et la valeur de la représentation. Elle savait que les vainqueurs ne craignent pas les vaincus visibles, mais les imprévisibles. En se montrant docile et coopérative, elle devint paradoxalement moins suspecte. Dans ce contexte, son objectif n'était pas la mort immédiate, mais le contrôle du moment. Elle avait besoin de créer une situation où sa fin ne pourrait être interprétée comme un défi direct, ni ne déclencherait de représailles automatiques contre ses enfants. La clé était dans la perception. Si sa mort semblait inévitable, naturelle ou impossible à prévenir, le système n'aurait personne à punir. Octave, convaincu d'avoir désamorcé le dernier foyer de résistance, ne perçut pas le danger. Pour lui, Cléopâtre n'était plus une joueuse, mais une pièce qui avait accepté sa place sur l'échiquier. Cette sous-estimation fut décisive, car dans l'espace qui s'ouvrit entre la surveillance et la confiance, Cléopâtre commença à préparer le seul dénouement qu'elle pouvait encore contrôler. Les 10 et 11 août, quelque chose se produisit qui déconcerta ceux qui surveillaient Cléopâtre. Son comportement changea visiblement. Elle recommença à s'alimenter plus régulièrement, conversa avec les gardes avec une courtoisie presque légère et reprit une routine qui semblait annoncer la stabilité. Elle parla même, avec une surprenante naturalité, des préparatifs de son futur transfert à Rome. Pour les observateurs romains, cela confirmait une conclusion rassurante. La reine avait accepté son destin. Rien de tout cela n'était spontané. Cléopâtre jouait son dernier rôle. Elle comprenait que la surveillance ne disparaît pas d'un coup, mais se relâche lorsqu'une menace n'est plus perçue. Sa récupération apparente n'était pas un retour à l'espoir, mais une stratégie destinée à engendrer la confiance. Dans des contextes de pouvoir absolu, la confiance du vainqueur est la fissure la plus dangereuse. Le 12 août, Cléopâtre formula sa dernière requête. Elle demanda la permission de visiter une dernière fois la tombe de Marc-Antoine avant de partir pour Rome. La requête n'était pas suspecte. Elle s'alignait sur les gestes rituels déjà concédés et renforçait l'image d'une femme qui faisait ses adieux au passé pour assumer un avenir imposé. Octave, convaincu d'avoir définitivement brisé sa volonté, accéda. Ce qui s'ensuivit a été enveloppé pendant des siècles dans un récit soigneusement construit. La version la plus répandue parle d'un animal caché dans une corbeille de fruits et d'une mort sereine, presque cérémonielle.
Cependant, cette explication soulève des questions difficiles à résoudre. Les récits anciens ne coïncident pas dans les détails, et les descriptions sont plus symboliques que précises. Cléopâtre n'était pas une figure naïve face à la mort. Elle avait étudié les poisons, connaissait leurs effets et comprenait la différence entre mythe et réalité. L'histoire du serpent offrait quelque chose qui allait au-delà de la méthode. Elle fournissait une image digne, profondément associée à la symbolique égyptienne, et détournait l'attention de toute question plus inconfortable. En termes narratifs, c'était parfait. Lorsque les Romains entrèrent dans ces appartements, ils trouvèrent non seulement Cléopâtre, mais aussi Iras et Charmion, ses deux servantes les plus loyales, sans vie. Cette coïncidence renforçait le sentiment d'une fin soigneusement coordonnée. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mais d'une décision prise avec lucidité et exécutée avec précision. La mort de Cléopâtre ne fut pas simplement la fin d'une vie, mais l'aboutissement d'une dispute pour le contrôle du récit. En disparaissant à ce moment exact, la reine priva Octave de l'élément central de sa victoire symbolique. Il n'y aurait pas de défilé, pas d'exposition publique, pas de Cléopâtre vivante transformée en trophée politique. Son dernier acte ne fut pas un défi bruyant, ni une rébellion ouverte. Ce fut une négation silencieuse. Dans un système conçu pour tout décider, Cléopâtre trouva la seule décision qui ne lui avait pas encore été arrachée. Et en l'exerçant, elle transforma sa fin en un problème historique que Rome ne parvint jamais à résoudre entièrement. La nouvelle parvint à Octave avec une rapidité inhabituelle. Cléopâtre était morte. Il n'eut pas le temps de traiter l'information ni de préparer une réponse mesurée. Les sources s'accordent à dire que sa réaction initiale ne fut ni de soulagement ni de respect, mais de fureur. Non parce qu'il regrettait la perte d'une adversaire, mais parce qu'il comprit immédiatement ce que cette mort signifiait en termes politiques. La reine lui avait arraché le dénouement qu'il avait planifié pendant des semaines. Sans Cléopâtre vivante, le triomphe à Rome restait incomplet. L'exhibition publique de la reine aurait été le moment culminant de sa victoire. L'image destinée à se fixer dans la mémoire collective comme preuve définitive que l'Orient avait été soumis. Sans ce corps vivant, sans cette figure marchant sous surveillance devant la foule, le récit perdait de sa force. Octave avait gagné la guerre, mais il avait perdu le symbole. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, il ordonna que les médecins les plus compétents de son entourage fassent tout leur possible pour inverser ce qui s'était passé. Non par compassion, mais par calcul. Quand il fut clair qu'il n'y avait rien à faire, la possibilité d'exposer le corps préservé fut brièvement envisagée. L'idée fut écartée. Même selon les standards romains, cela aurait franchi une limite difficile à justifier devant le peuple. La solution finale fut ambiguë. Cléopâtre fut enterrée aux côtés de Marc-Antoine, comme elle l'avait demandé dans un dernier message. Le geste pouvait être interprété comme de la magnanimité, mais ce ne fut pas un acte de respect sincère. Ce fut une concession minimale destinée à clore l'épisode sans provoquer de réaction adverse inutile. Car la véritable représaille ne serait pas physique, mais symbolique. Dans les jours et les années qui suivirent, une opération systématique commença pour effacer et redéfinir la mémoire de Cléopâtre. Ses statues furent retirés, son nom supprimé des inscriptions publiques, son image transformée en une caricature commode. La gouvernante capable, la stratège politique, l'administratrice de l'un des royaumes les plus riches du monde, fut remplacée par une figure réduite à des stéréotypes. La séductrice dangereuse, l'étrangère corruptrice, la femme dont l'influence s'expliquait non par l'intelligence, mais par la manipulation. Ce récit ne fut pas accidentel. Il servait à de multiples fins. Il justifiait l'annexion de l'Égypte, renforçait la supériorité morale romaine et, surtout, désactivait le précédent inconfortable d'une femme qui avait gouverné sans se soumettre aux structures patriarcales de son temps. Pendant des siècles, cette version fut dominante. Le destin de ses enfants révèle la dernière couche de cette logique. 2 d'entre eux disparurent des registres historiques peu après sa mort. Il n'y a pas de témoignage clair sur leur fin. L'incertitude même est révélatrice. Seule Cléopâtre Sélénée survécut, et non par miséricorde, mais parce qu'elle pouvait être utilisée. Son mariage avec Juba de Mauritanie en fit un instrument de la réorganisation romaine de l'Afrique du Nord. Même dans la survie, le contrôle fut absolu.
La tombe de Cléopâtre n'a jamais été retrouvée. Certains croient qu'elle fut délibérément cachée pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage. D'autres suggèrent que le passage du temps effaça ses traces. Quelle que soit la vérité, l'absence du sépulcre reflète quelque chose de plus profond. La tentative persistante de contrôler non seulement comment elle mourut, mais comment elle serait remémorée. Aujourd'hui, plus de 2000 ans après, Cléopâtre reste l'une des figures les plus reconnues de l'Antiquité. Mais cette familiarité est trompeuse. La plupart de ce que l'on croit savoir d'elle provient de récits écrits par ses ennemis. Ce n'est que par une lecture critique des sources et une révision des vestiges archéologiques qu'il est possible de reconstruire une image plus complexe et plus inconfortable pour le pouvoir. Les derniers jours de Cléopâtre ne furent-ils pas un acte romantique, ni un geste élégant. Ils furent le résultat d'un système qui la dépouilla de tout, jusqu'à ne lui laisser qu'une seule option. Sa décision finale ne fut pas une victoire, mais un refus. Le refus de devenir un simple objet de plus dans le théâtre de l'Empire. C'est dans ce refus silencieux que réside son héritage le plus perturbateur.